Oui, quand faut y aller, c'est à votre tour maintenant. Samedi politique, on commence avec le référendum qui a lieu tout ce week-end, ça dure jusqu'à dimanche 20h. Oui, référendum sur une union dès le premier tour des forces de gauche au régional. Alors on va le voir, 2 points. Premier point sur la forme. On voit qu'on peut voter plusieurs fois, même si les gens, quand ils votent, ils doivent s'engager sur l'honneur à ne voter qu'une fois, mais les procédés de contrôle ne sont pas forcément rigoureux. Est-ce que ça aura une valeur, le chiffre de participation? Est-ce que ce n'est pas un fiasco annoncé, ce référendum? Le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, a déjà annoncé qu'il porterait plainte s'il y a des utilisations d'identité qui sont celles de gens qui n'ont pas voulu participer au référendum. Et puis, il y a une garantie. Moi, vous voyez, quand vous votez par Internet, vous recevez un mail sur votre adresse personnelle pour savoir si vous acceptez réellement de participer et si ce n'est pas quelqu'un qui a utilisé votre adresse. Donc, il y aura un contrôle, y compris de la part de la haute autorité du parti, pour donner vraiment toute sa force à ce coup de clairon en direction des électeurs de gauche et des abstentionnistes pour qu'ils mesurent, à un moment où droite et gauche se différencient tous les jours sur les valeurs, sur les propositions, pour qu'ils mesurent à quoi aboutirait leur abstention. Est-ce que vous avez voté, vous ? J'ai voté sur Internet hier, j'ai reçu sur mon mail la confirmation de ce vote. Et vous n'avez pas montré la photo sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des camarades à vous qui montrent la photo en disant « Regardez, j'ai voté ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, le vote n'est pas plus important que ça? Enfin, vous soutenez à fond ce référendum? Non, il est très important, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est même un moment qui peut accélérer la campagne des élections régionales dans toutes les régions, à la fois en continuant à présenter notre programme, notre projet, nos engagements, mais en plus en attirant l'attention des électeurs qui se sont abstenus sur ces derniers scrutins municipaux et départementaux pour leur dire attention. L'abstention favorise l'extrême droite et la droite, donc si vous aimez la gauche, il faut y aller. Mais il y a un truc que je comprends pas, parce que l'intitulé du référendum, c'est pour une unité des partis de gauche, c'est pas participer aux élections. L'idée, c'est quand même de dire, est-ce que vous êtes favorable à ce que Mais il y a un lien entre les deux. Il y a un lien. Si vous êtes favorable au rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est que vous êtes favorable à la gauche. Donc participez aux élections. On ne peut pas se dire de gauche et dire je ne m'intéresse pas à ma région et notamment en région Île-de-France. Sur le fond, on peut se dire de gauche, Front de gauche ou Europe Écologie, de se dire moi j'ai envie de voter au premier tour pour un candidat Front de gauche ou un candidat Europe Écologie, surtout que le scrutin régional fait que c'est proportionnel et qu'à moins de faire moins de 5%, on peut fusionner. On écoute ce que dit Emmanuelle Cos là-dessus, puisqu'elle a répondu non à une perspective du non des premiers tours. Elle explique que ça ne correspond pas au scrutin régional. On l'écoute. C'est très particulier, les élections régionales, c'est à la proportionnelle. Donc en fait, tous les candidats comptent. Tous les scores des candidats vont compter pour le second tour. Oui, parce que je ne comprends pas, moi. Aux élections régionales, on s'unit entre les 2 tours. Oui, donc il n'y a pas de problème. Il y aura une union de la gauche. Regardez, il y a quand même un élément qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs. C'est que aujourd'hui, la gauche, communistes, socialistes, radicaux, écologistes se vantent du même bilan. Regardez comment nous avons tous défendu le pass Navigo, comment nous nous félicitons du pass Navigo, comment les uns et les autres, dans leur campagne, mettent en avant les progrès écologiques de transport, de soutien au lycée qui ont été ceux obtenus derrière Jean-Paul Huchon. Et du coup, c'est vrai que pour un certain nombre d'électeurs, ils se disent, écoutez, puisque vous avez travaillé ensemble, puisque vous avez obtenu des résultats ensemble, pourquoi pas y retourner ensemble? Et je pense ensemble. Mais c'est une dynamique de campagne. Regardez, c'est une dynamique de campagne que de dire, regardez, nous voulons utiliser notre bilan pour défendre l'idée de ce que j'appelle une Île-de-France humaine. Et je suis persuadé que cela aurait redonné une espérance à des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes qui se sont réfugiés dans l'abstention en disant de toute façon cette gauche divisée, ces écologistes, on ne pourra jamais rien en faire. Le rassemblement et cette envie de dire nous voulons utiliser notre bilan pour renforcer notre projet, c'est quelque chose qui a du sens. Mais vous parlez, encore une fois, ils vont défendre des positions aussi différentes. Vous avez le même bilan, mais vous avez des propositions différentes du Front de gauche et d'Europe Écologie. Donc, c'est pas illogique que chacun, au premier tour... Il y a des propositions différentes parce que les uns et les autres, pour ceux qui ont décidé d'y aller séparés, sont obligés de justifier leur candidature. Mais puisque nous sommes capables de dire, voilà, au soir du premier tour, nous aurons un programme commun. On aurait pu très bien discuter dès à présent pour dire aux Franciliens, voilà, en termes de transport, comment nous voulons accélérer, en termes de lycée, de centres d'apprentissage, comment nous voulons redonner une chance à notre jeunesse, en termes d'écologie. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les programmes devront passer par la porte de la transition écologique et énergétique si l'on veut une Île-de-France qui s'inscrit dans le XXIe siècle. Donc pour vous, ce référendum ne va pas être un fiasco?
Non, je ne crois pas. Juste avant de rentrer sur le studio, j'avais mes amis de Pantin qui me téléphonaient pour me dire qu'ils étaient même surpris du nombre de votants par rapport à ce qu'ils attendaient. Donc, je suis persuadé que ce sera un véritable coup de clairon pour affaiblir l'abstention et pour donner envie de nouveau aux femmes et aux hommes de s'intéresser notamment à leur belle région Île-de-France pour en faire une Île-de-France humaine. Alors, dernière question de politique politicienne. Vous parlez de rassemblement. Il y a Jean-Vincent Placé qui, cet après-midi, va faire le congrès fondateur de son nouveau parti. Est-ce que Jean-Vincent Placé sera sur vos listes au régional en Île-de-France? Mais j'espère bien. J'ai eu l'occasion de le dire. Je veux travailler au premier ou au deuxième tour avec tous ceux qui veulent favoriser le rassemblement. Là, Jean-Vincent Placé, c'est au premier tour. Donc, est-ce qu'il est au premier tour sur vos listes dans l'Essonne? Nous sommes en train de finaliser les choses avec Jean-Vincent Placé et ses amis, bien entendu, parce qu'une campagne électorale, ce n'est pas un individu seul. Nous avons des contacts actuellement avec Luc Carvounas, mon directeur de campagne, avec toutes les fédérations, pour voir comment on organise cela. Mais j'espère que Jean-Vincent et ses amis seront avec nous dès la semaine prochaine. Et juste combien d'amis? On verra, c'est une négociation. Je vous le dis, il n'y a pas de pouvoir personnel dans une campagne électorale. On enchaîne, Daïk, sur la dimension géographique de ces élections régionales. Oui, et le programme des régionales, et le programme de Manuel Valls, qui jeudi à l'issue du comité interministériel, a fait des annonces sur le Grand Paris avec des opérations d'intérêt national qui vont rééquilibrer l'Est de l'Île-de-France. Il confirme des financements dans les transports. Et il lance l'idée d'un pass culture à l'image du pass Navigo. Alors rassurez-moi, c'est bien vous le candidat socialiste au régional en Île-de-France, c'est pas Manuel Valls. Mais il y a aussi un lien. Moi, je veux utiliser un certain nombre de décisions qui sont arrêtées par le gouvernement. Si Manuel Valls n'avait pas financé le réseau du métro du Grand Paris en annonçant la participation de l'État, si dans le cadre de EOL, il n'avait pas dit voilà ce que nous mettons sur la table, quels que soient les moyens et la volonté de la région, on ne pourrait pas les réaliser. Donc qu'il puisse y avoir cette synergie aujourd'hui entre la région et le gouvernement, c'est une très bonne chose. Oui, mais moi je me dis c'est quand même difficile d'aller devant les électeurs en disant c'est moi qui ai le pouvoir en Ile-de-France, parce qu'avec jeudi on se dit c'est l'État qui décide de tourner Île-de-France. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je revendique la pression que je dois exercer sur l'État. Regardez, dès 2005, l'école polytechnique de Lausanne disait attention, le réseau ferré de la région Île-de-France est en train de partir en vrille. Ça vient d'être reconfirmé. Quand je dis il faut 800 millions d'euros sur 10 ans, 800 millions par an sur 10 ans pour remettre notre réseau en état, ce n'est pas les franciliens qui vont le payer. C'est une responsabilité de l'État et de la SNCF. C'est une responsabilité d'exiger que les péages des trains qui passent sur le réseau ferré de la région Île-de-France, que ces recettes aillent à l'amélioration de notre réseau. Donc il doit y avoir ce couple pouvoir régional, pouvoir gouvernemental sur des décisions comme celle-là. Et entre parenthèses, je le fais avec Manuel Valls et j'avais eu l'occasion en tant que président du Conseil général de faire la même chose avec le pouvoir précédent. Quand M. Sarkozy nous avait dit le Grand Paris au moment du discours de Chaillot, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit en avril 2009. Chiche, et c'est pas parce qu'il y avait eu un pouvoir différent de celui auquel j'appartiens que j'allais sous-estimer l'action qui doit être celle de l'État pour aider la région Île-de-France. Alors Manuel Valls dans son discours a dit qu'il fallait essayer de réparer les fractures de l'Île-de-France. On l'écoute. Trop de franciliens se trouvent comme à l'écart de ce dynamisme. Leur quotidien est marqué par le chômage, l'insécurité ou les difficultés de transport. Il y a encore ce sentiment d'injustice. Combattre ce sentiment d'injustice, réduire les inégalités entre les territoires doit être au cœur de notre action. Alors est-ce que pour vous, il y a une fracture territoriale de l'Île-de-France entre la première et la seconde couronne? On dit beaucoup pendant cette campagne que les habitants de seconde couronne ont un peu peur du Grand Paris. Ils disent tous les moyens sont mis sur la première couronne et nous, on est un peu délaissés. Je ne crois pas que peur soit la bonne expression. Regardez le sondage qui vient de sortir sur le sentiment des habitants de la région Île-de-France. Ils se rendent compte de ce que représente la chance d'habiter en Île-de-France. C'est même plus qu'un sondage, excusez-moi, c'est une étude d'Ipsos. Une étude mais qui est vraiment très complète. Ouais. Et en vérité, pour chacun des franciliens, ils se disent, voilà, nous voulons bénéficier des atouts de l'Île-de-France. Et c'est ça, cette campagne. Moi, je veux vraiment que chaque citoyen puisse se dire, je peux maîtriser ma vie en Île-de-France d'une manière individuelle et d'une manière collective. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des souffrances ou des difficultés qui apparaissent, vous avez raison d'évoquer la Grande Couronne, notamment en ce qui concerne les transports, il faut y répondre. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire que la Grande Couronne en termes de transport sera ma préoccupation des premiers mois, notamment pour engager 1000 chauffeurs supplémentaires
afin d'améliorer les dessertes en bus, parce que les bus sont là. Ils sont dans les dépôts, parce que bien souvent, ils ont des horaires d'utilisation moindres que ceux de la RATP, donc il faut améliorer cela. Mais tous vos concurrents, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, même Valérie de Saint-Just, préconisent aussi un développement des bus en seconde couronne. Bien, écoutez, parce qu'en fait, c'est une solution normale. Il n'y a pas 10 000 solutions non plus pour réduire les transports. Mais non seulement il faut le proposer, mais le réaliser. Regardez, lorsque je les entends quelquefois, y compris critiquer les annonces du gouvernement sur les moyens qui viendront aider la région Île-de-France, je me dis comment ils veulent faire. Lorsque j'évoque une écotaxe régionale pour enfin donner les moyens du développement de notre réseau de transport, j'essaye de tenir un discours qui est conforme aux réalisations que nous avons eues sous la responsabilité de Jean-Paul Huchon et qui permettent de développer encore à la fois la modernisation du réseau ancien, de préparer l'arrivée du métro du Grand Paris et de montrer que nous tenons compte avec les bus, avec l'amélioration de ce que doit être notre réseau routier, de ce que représente le besoin de mobilité sur la région Île-de-France. Valérie Pécresse, votre adversaire des Républicains, a commenté les annonces de Manuel Valls en disant que c'était du bricolage électoral, mais surtout elle a noté ce qui est vrai, c'est qu'a priori la Seine-et-Marne est oubliée. Et on le sait, en seconde couronne, l'électorat est plutôt de droite et d'extrême droite. En petite couronne, l'électorat était plutôt de gauche. Est-ce que ça joue... Dans ce que je viens de vous dire sur l'amélioration du réseau Optile, la Seine-et-Marne est concernée. Oui, elle passait sur les annonces d'opérations d'intérêt national qui sont des opérations de quartier, de territoire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce que le débat dans cette campagne, c'est entre une première couronne qui vote à gauche, une seconde couronne qui vote à droite? Il faut que vous alliez parler à cet électorat de droite de la seconde couronne. Non seulement il faut lui parler, mais il faut réaliser. Je le dis souvent par rapport à un certain nombre de grandes métropoles qui se sont spécialisées, comme New York, Berlin ou Londres. Nous, ce qui représente la richesse de l'Île-de-France, c'est sa différenciation en termes de métier, en termes de spécialisation. Et pour que ça donne des résultats, il faut que ça fonctionne ensemble. Regardez, ne serait-ce que dans le cadre de la transition énergétique, ce que pourrait représenter l'avantage de la Grande Couronne. Regardez, y compris lorsque j'évoque la création d'une ceinture maraîchère autour de Paris, pour y compris favoriser le manger bien et le manger proche, notamment dans les lycées de l'Île-de-France. Il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité dans cette région et on devrait se féliciter à la fois de ces zones denses, de ces terres agricoles, de ces forêts, parce que c'est cela finalement qui donne sa puissance à la région Île-de-France. Ouais, voulez-vous défaire de l'étiquette uniquement Seine-Saint-Denis ? Non, moi je sais d'où je viens. Et regardez, par rapport à un certain nombre de réactionnaires qui, quelquefois, essayent de déformer la Seine-Saint-Denis. Nous, aujourd'hui, nous accueillons toutes les entreprises du CAC 40. Nous avons de grandes réussites. Regardez ce qui se passe à Plaine Commune, le long du canal de l'Ourcq, à Noisy-le-Grand. Mais c'est là où il y a nécessité de la part de l'État de nous donner les moyens de rattraper les inégalités. Merci beaucoup, Claude.